Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans Sans Tabou qui poursuit à sa façon la sensibilisation contre le tribalisme, la malgouvernance et la dégradation du tissu social au Cameroun. Nul est sans ignorer les nombreuses dérives enregistrées quasi quotidiennement, parfois alimentées par les réseaux sociaux et même les médias conventionnels dont le rôle est l'information et l'éducation des masses. Comment en est-on arrivé là et quelles sont les formules consacrées pour rendre au Cameroun toutes ces lettres de noblesse? Décryptage à suivre avec notre invité que vous découvrirez dans quelques secondes. Dingou Joya Moussa Bless, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes juriste, politologue, enseignant-chercheur. Vous finalisez en ce moment votre thèse PhD en sciences politiques. Vous êtes également consultant international. Mais l'objet principal de votre invitation sur Sans Tabou, vous êtes le président de l'association Action contre le tribalisme and Ending Discrimination. Vous êtes engagé depuis maintenant un peu plus d'un an dans la lutte contre le tribalisme et de nombreuses injustices. Question préliminaire, vous qui êtes un grand observateur de notre société, quelle analyse globale vous faites du Cameroun actuel? Le Cameroun est à la croisée des chemins. Le Cameroun est, comme j'ai l'habitude de le dire, à un carrefour de scénarios, les uns plus catastrophiques que les autres. Et malheureusement, j'ai l'impression que la majorité d'entre nous n'en prend pas suffisamment conscience. Et qu'on se laisse très rapidement divertir par des choses totalement accessoires. Mais lorsque vous prenez secteur par secteur, domaine après domaine, vous constatez que la situation est préoccupante dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Et à tous les niveaux dans chaque domaine. Je veux dire que vous prenez par exemple le secteur éducatif, le primaire, le secondaire, le supérieur, la situation est préoccupante. Chez les élèves, les parents, les enseignants, la situation est préoccupante. Y compris chez les responsables des établissements, la situation est préoccupante. Donc quand vous prenez seulement ces microsystèmes-là, vous vous rendez compte que tout le monde se plaint, personne ne trouve son compte. C'est assez préoccupant. Vous allez aller sur le plan économique, les fournisseurs, les commerçants, les clients, l'administration, tout le monde se plaint. C'est-à-dire que quand vous entrez au marché, et ceux qui doivent réguler le marché, et ceux qui doivent réguler le marché, et ceux qui doivent, et ceux qui viennent acheter, et ceux qui sont là pour vendre, et ceux qui sont là pour percevoir les patentes et autres taxes et tout, tout le monde se plaint. Donc, c'est pour vous dire que on peut multiplier à l'infini. Vous entrez à l'hôpital, vous allez voir le cadre, tout le monde se plaint, le patient se plaint, le personnel soignant se plaint, il menace de gréver tous les jours, les responsables des formations hospitalières se plaignent, etc. Donc, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, à tous les niveaux, les gens ne trouvent pas leur compte, généralement. Donc, du coup, vous avez l'impression qu'on est là dans une forme, même plus d'état stationnaire, mais dans une forme d'état à la dérive, débridé, qui n'arrive même plus à percevoir quel est son sens. Parce que je vais dire, ce qu'il y a de plus formidable au Cameroun, c'est que les gens ne savent même plus pourquoi ils sont là. C'est-à-dire que des gens parfois, soit dans des institutions ou des organisations, perdent de vue la fonction de l'organisation. On ne sait plus que l'école est d'abord faite pour donner la formation et l'éducation. L'hôpital est d'abord là pour soigner les malades et alléger des maux. Donc les gens transforment... Je suivais un maire dernièrement dire qu'ils ont réalisé 102% des recettes escomptées. Donc, partout ailleurs, on fait le bilan des mairies en termes de routes construites, de ponts, d'écoles aménagées, etc. Lui, il se croit dans une trésorerie, une pairie. Donc, lui, il a confié la mairie peut-être un service de douane ou des impôts.
Donc pour lui, son bilan, ce sont les recettes. Les recettes. Donc, vous voyez même quand on vante parfois certaines formations hospitalières, on dit recettes, budget équilibré. Vous vous demandez que les gens ne comprennent plus pourquoi ils sont là. On oublie qu'à côté, il y a eu des morts suite aux négligences sanitaires et bien d'autres. Ce n'est pas que qu'à côté. Ce qu'on devrait d'abord comptabiliser, ce sont les malades soignés ou les maladies évitées, la décroissance de la fréquentation même. Ici, là, on évalue les hôpitaux, par exemple, par le taux de fréquentation. Or, les hôpitaux, le système de santé s'évalue par le taux de non-fréquentation. Ça veut dire que les gens sont en santé. Ça veut dire que le système de santé publique a rempli son rôle. Vous avez donc peint succinctement, on n'a pas l'intention d'avoir parcouru, puisqu'on passerait des heures et des heures à lister ce qui ne marche pas au Cameroun. Au-delà de ce listing, est-ce que vous avez comme l'impression que le Cameroun est encore gouverné? Justement, tout ce que j'ai décrit là tout à l'heure renseigne sur notre désarroi institutionnel, notre dévitalisation institutionnelle. Les institutions ne remplissent plus les fonctions. En fait, les gens ont perdu de vue qu'on crée une institution pour remplir une fonction. Et c'est l'ensemble des fonctions remplies par ces institutions-là qui permet à la société de fonctionner. C'est parce que le militaire joue le rôle du militaire, le médecin joue le rôle du médecin, l'enseignant joue le rôle de l'enseignant, le commerçant joue le rôle du commerçant, le prestataire de service joue le rôle du prestataire de service, le juge. En fait, chacun joue son voilà. rôle. C'est mis ensemble qu'on produit la symphonie d'une bonne marche. Mais à partir du moment où, sur le plan institutionnel, on ne sait plus qui fait quoi, M. Flambeau Ngaya ferait mieux de rééditer son ouvrage, Cameroun qui gouverne. Parce que plus que jamais, dans son ouvrage publié dans les années 80, il situe justement le pouvoir dans chaque domaine, qui gouverne à l'université, qui gouverne dans l'armée, qui gouverne à l'administration. Mais aujourd'hui, bien malin qui dira, parce que les lieux de pouvoir et les détenteurs de pouvoir sont aujourd'hui une véritable énigme. Parce que au-delà, entre l'organisation du travail gouvernemental, par exemple, et l'organigramme gouvernemental, il y a souvent un fossé. Les gens qui détiennent, qui font et défont, ne sont même pas souvent présents dans l'organigramme. Vous entrez dans un ministère aujourd'hui, vous voyez un jeune homme qui se balade dans les couloirs. Il a pour fonction l'ami du ministre. Il n'a aucune fonction officielle, mais c'est lui qui décide tout. Vous avez des chefs de service qui transmettent aujourd'hui des instructions à des directeurs, voire au secrétaire général, que le patron a dit que je vous dise que vous devez faire comme ça. Vous voyez un peu. J'aimerais bien notre très cher Fred Bonga, qui a écrit l'organisation du travail gouvernemental, qu'il nous fasse une réédition pour nous expliquer désormais comment est-ce que ce travail-là est organisé. Parce que c'est le primat de l'informel. Autant vous voyez l'économie camerounaise être dominée par l'informel, autant le fonctionnement institutionnel du Cameroun aujourd'hui est dominé par l'informel. Avec cette image épinale, où dès que vous passez devant un ministère, vous avez ces jeunes hommes-là, qu'on ne sait pas trop sortir d'où, qui sont devant le ministère des Finances, devant les cours et tribunaux et tout, qui vous disent certificat de solde, bulletin de solde, acte de carrière, madame, quel problème? Et nous avons instauré cela. Et on laisse faire en plein quartier administratif et tout le monde trouve normal. Donc aujourd'hui, vous arrivez, vous avez votre dossier de pension retraite que vous devez monter ou votre dossier d'intégration, vous êtes obligé de le confier à des badauds, alors qu'il existe des directions, des sous-directions, des services et des bureaux qui sont dévolus à cela. Et là, vous deviez vous guider. Il devrait avoir des manuels de procédure. Mais aujourd'hui, pour le faire, vous allez voir entre vous qui voulez suivre la procédure normale et celui qui va venir donner 5 000 à ce jeune homme-là, le jeune homme va dire que dans 2 heures de temps, vous avez votre acte de carrière. Et 2 heures de temps, il a son acte de carrière. Pareil pour le paiement des prestataires. Vous avez des gens là, on ne sait pas trop bien qui ils sont, mais qui, vous arrivez et dites que vous voulez être payé, tu es d'accord pour 10%, vous êtes d'accord pour 5%, 10%.
Vous dites oui, il entre les soins avec votre ordre de paiement. On fait le virement. Vous montez toute la paperasse normale du monde. 2 ans plus tard, vous n'êtes pas payé. En fait, le plus grand drame que nous vivons aujourd'hui, c'est l'informalisation tous azimuts de l'État. On est aujourd'hui dans un État informel. Plus rien, je dis pratiquement rien ne se fait plus selon les procédures et les normes prévues par la réglementation en vigueur. Tout. Et dans ce règne de l'informel, alors, tout est possible. Vous retrouvez avec quoi? Vous retrouvez avec des gens au quartier qui appellent des membres du gouvernement et leur disent que on a dit à la présidence que vous devez nous donner 2 milliards pour remettre à telle personne. Et le ministre est conscient seulement, ou bien l'homme d'affaires, conscient de l'informel, va leur donner. Après, on va dire que non, ce sont des fémènes. Et ils vont dire qu'ils ne sont pas des fémènes. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pu démêler le vrai du faux, qui était vraiment dans le vrai, etc. Et aujourd'hui, donc, on a fait au vrai faux décret porté ci et là, le président de la République qui est en cours séjour privé depuis un peu plus de 3 semaines maintenant. L'on est justement tenté de poser la question à l'analyse politique, celle de savoir, comme cet ouvrage de Pierre Flambeau-Gayap, qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Non, moi, c'est ça que j'ai dit, que bien malin, qui nous dirait aujourd'hui qui gouverne le Cameroun? Les autres vous diront c'est le président de la République qui définit la politique de la nation, instruit aux membres du gouvernement, chacun dans son portefeuille respectif. Non, ça c'est du récital académique. D'accord. Encore que sur le plan académique, on relativise ça très largement du fait du pouvoir de la bureaucratie. Quand je dis que qui gouverne, la réponse à la question c'est de pouvoir savoir qui fait quoi ou qui est appelé à faire quoi dans tel ou tel autre domaine. Effectivement. Alors je vous explique que des gens qui n'ont aucune compétence ni attribution légale ou réglementaire se retrouvent toujours souvent en train de faire dans un domaine et ça fait. Resté des courses de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec un monsieur qui serait débarqué à la CATV avec un décret. Je vous précise que dans le communiqué du gouvernement, on n'a pas mentionné le nom du monsieur. Ni la date exacte. Ni la date exacte du jour où l'incident est survenu. Ni les circonstances. Ni les circonstances. On nous dit, le monsieur a débarqué dans les locaux de la CATV à Yaoundé. La CATV a 2 locaux à Yaoundé. Radio à Loncac, télé à Mbalade. Direction générale Mbalade, oui. On ne nous a pas dit, est-ce que c'était à Loncac ou à Mbalade. Y étant, il a rencontré qui? Était-il seul ou accompagné? Comment s'appelle-t-il? On dit qu'on l'a interpellé. Il est détenu dans les services compétents. Lesquels? Est-ce les services d'intelligence? Est-ce les services de la CEMIL? Est-ce les services de la gendarmerie? Est-ce les services de la DGSN? Est-ce les services de la sécurité présidentielle? Puisque tous ces services-là, chacun en ce qui le concerne est compétent en la matière. On ne nous a pas dit, on nous a seulement dit qu'il est par les services compétents. Exploitation, oui. Le fait qu'on n'ait pas précisé son identité renforce le flou, parce que si on aurait donné son nom, même nous au quartier, qui sommes au quartier, de fil en aiguille, on pourrait savoir qu'il habite tel quartier. Son père s'appelle Tang. Est-ce qu'il est normal ou il est souvent pris de délirium très mince? Il fréquente, surtout il est proche de qui? Il fréquente qui? Souvent. De fil en aiguille, on pourrait essayer de voir que l'enfant là est proche de qui? Puisqu'on nous dit que il n'est pas des services de la présidence, mais que le faux décret qu'il a apporté portait les sceaux de la présidence et avait toutes les apparences d'un document authentique. Certains ont décrié l'IA. Non, j'ai dit que une chose est sûre. Moi, je ne connais pas comment on monte un document authentique de la présidence. Ceux qui ont l'habitude de recevoir
les documents du président nous font savoir que c'était tellement vraisemblable qu'ils ont eu besoin de vérifier à des échelons supérieurs, successifs. Ceux qui ont reçu ont dû se référer à leur N+1, qui eux-mêmes ont dû se référer à leur N+1, qui se sont référés à leur N+1, qui se trouveraient à Genève. On ne vérifie pas l'authenticité d'un document lorsqu'il est porté par un kidam avec un nom de farfelu là-dessus. Moi, Sinjoa Moussa, je suis sûr d'une chose. Si je vais, comme on dit souvent à Yaoundé, à Bonas, je monte un faux décret, me nommant même seulement même vice-recteur de Yaoundé 1. Je débarque à la radio. Je le donne à la guérite. Non seulement on va m'interpeller, mais ça sera un incident vite résolu. Faveur de que tu sors avec ça et tu mets ton nom. Est-ce que tu as d'abord qualité pour être vice-recteur? On va m'amener au commissariat le plus proche là, peut-être commissariat central, bien même pas à la brigade de Loncac. C'est un adjudant, peut-être même maréchal de logis, chef qui va m'entendre. Qui s'occupe de vous. On va m'enfermer, après on va me déférer très rapidement là dans l'après-midi pour usurpation de titre, faux en acte authentique, etc. Bref, c'est une question. Bientôt 3 semaines, on n'a pas d'informations. C'est une question qui va se régler en 2 journées. Les gens vont même en parler, ils vont en rire et tout. Mais l'affaire, là où l'affaire nous inquiète davantage, c'est que l'affaire se serait déroulée le 12. Personne ne connaît la date jusqu'à présent. Il a fallu plusieurs jours pour que ce soit un journaliste camerounais travaillant à RFI établi à Paris qui porte l'information. Oui. Une fois l'information portée, la CATV n'en a jamais pipé mot. Normalement, quelqu'un essaie de violer les locaux de la CATV. Même en breaking news à CATV News. N'est-ce pas, on nous dit que incident à la CATV aujourd'hui, un individu essaie de s'introduire frauduleusement dans les locaux. Le délinquant a été neutralisé et conduit dans les services de la DRPJ ou bien de la brigade gendarmerie de Loncac où il est actuellement entendu et sera déféré devant le procureur. Le papier là, c'est 30 secondes. C'est une brève. Et on a l'information. Jusqu'aujourd'hui, vous dites qu'on est. D'où vient-il que la CATV vit un tel incident? Elle n'en parle pas ni à la radio ni à la télé dans aucune de ses éditions du journal. Même si CATV Digital n'a pas parlé de ça, c'est-à-dire en bref sur le web, CATV Web. Le journaliste de RFI Polycarpe Issoumba raconte les faits en élaguant un certain nombre d'éléments essentiels. La CATV aurait saisi la balle au bon, ou bien aurait saisi la pêche. Nous dit que bon, comme l'a dit M. Polycarpe Issoumba, effectivement, telle chose s'est passée. Le monsieur s'appelle Tang, il est arrivé à telle heure, il a voulu faire ceci, on l'a neutralisé et il a été conduit à tel endroit par tel service. La CATV n'en a pas pipé mot. On a alors commencé à voir circuler sur Internet un jeune homme dont personne n'est sûr même de la réalité de l'existence. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle. On peut vous créer un individu qui n'existe pas. On dit faites un monsieur noir, pantalon bleu, se baladant dans les couloirs. C'est un petit prompt. ChatGPT vous produit le bonhomme. Donc, on vous présente l'image d'un jeune homme. Après, on vous donne un nom là qui se serait mis sur un décret. Après, il y a maintenant un autre nom qui sort incriminant aux responsables à la présidence de la République. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quoi? C'est que hier soir, Jeune Afrique sort publie un article. Quand moi je l'ai reçu, j'ai d'abord cru même que c'était un fake news. Heureusement, je suis abonné. Je suis allé sur le site, j'ai vu que l'article était en tête de une. Ce monsieur sort l'article. Jeune Afrique sort l'article. Au même moment, pratiquement au même moment, il y a le communiqué officiel du porte-parole du gouvernement. Le gouvernement, oui. Vous comprenez un peu? Une concomitance quand même bizarre. Et dans ce communiqué, pratiquement rien n'est dit. Mais il est rempli d'allusions.
Bon, nous ne sommes pas là pour passer Non, en revue première allusion, du gouvernement. on vous dit ceci. Les communiqués, les textes, les décrets, les arrêtés, tout Suivre un créneau officiel. Suivre un créneau officiel bien établi et connu de tous. Mais moi, je ne le connais pas. On ne nous a pas précisé que quand un décret arrive, ça se passe comment. Ça, c'est d'un. Après, on nous dit qui en garantissent l'opposabilité au tiers. C'est ça le problème. C'est que là, on est là. On est dans une situation où personne risque, les gens risquent de ne plus croire. Si jamais un vrai décret de Paul Biya venait à être lu. Donc on vous rassure que non, soyez calme. Si vous suivez un prochain décret, il faut accepter l'opposabilité au tiers parce que ça aura obéi à des canons bien précis. On ne nous a pas précisé les canons. Et je termine là-dessus, cela nous renseigne sur deux choses. Lesquelles? On va évoluer. L'archaïsme de notre fonctionnement institutionnel et l'informalisation de nos institutions. L'archaïsme, pourquoi? Vous avez vu, même en Centrafrique, non? Après l'élection présidentielle, on a vu comment le gouvernement s'est formé. 10 jours plus tard, le gouvernement a démissionné. Quelques jours plus tard, a démissionné. On a vu le Premier ministre aller à la présidence, remettre officiellement sa démission. Quelques jours plus tard, il a été reconduit. Il est reparti voir le président. Il a engagé des consultations. On a donné le jour où le gouvernement sera annoncé. Et le gouvernement a été élu devant la présidence. Sénégal, Sonko démis de ses fonctions. Il y a eu des consultations. On a nommé un Premier ministre. Et on a fait des consultations, on a annoncé, on a dit jaloux de tous aux journalistes que vous êtes, que venez devant la présidence à telle heure. Ils sont venus devant la présidence, on a lu, le porte-parole de la présidence a lu. Dans tout pays qui fonctionne minimalement au monde, il y a ce qu'on appelle le centre d'information gouvernementale. Il y a ce qu'on appelle même l'agenda gouvernemental. Ça veut dire que là où vous êtes là, si vous voulez savoir ce que le président Macron fera demain, vous allez sur le site de l'Élysée, vous cliquez agenda du président, même sa femme. Vous saurez ce qu'il fera demain. Si vous voulez savoir aujourd'hui ce que le Premier ministre va faire et tout. Mais M. Braham Kamga, nous sommes dans un pays dont le ministère de la Communication n'a pas de site web. En 2026, le ministère de la Communication du Cameroun n'a pas de site web. Je vous laisse imaginer les autres. Est-ce qu'en 2026, on devrait être encore au niveau où on écrit un décret, on porte le décret, on l'escorte à la radio, on ouvre le décret pour que les gens lisent à la radio. Du coup, tout le vendredi, vous voyez, tout le monde est en train de transpirer en attendant la radio et tout. Est-ce qu'en 2026, on devrait encore faire les choses comme ça? Est-ce qu'en 2026, on devrait encore se livrer à ce jeu de divination pour savoir si un décret est vrai ou il n'est pas vrai? Bon, vous en faites quand même un peu trop. Le ministère de la Communication a bien un site internet. Non. Peut-être qu'il n'est pas. Je vous dis, M. Braham Kamga, le ministère de la Communication a bien un site internet. M. Braham Kamboa, oui. Le ministère de la Communication a une page Facebook et une page Twitter qui n'est pas souvent mise à jour. Le ministère a un site qui n'est peut-être pas mis à jour. Quel est le site de Mincom? Vous travaillerez sur plateforme Mincom.Cameroun. Non, je demande que le site web du Mincom s'appelle www quoi? www.mincom.cm.gov. Au Cameroun? Au Cameroun. Non. Il n'est peut-être pas suffisamment alimenté, mais non, je vous dis que le Mincom n'a pas de site web. Il existe pourtant, peut-être qu'il n'est pas alimenté. On va de toute façon évoluer avec vous, Joya Moussa, puisque nous ne sommes non plus là pour faire la part belle au Mincom ou à qui que ce soit. Vous avez mis sur pied la veille de l'élection présidentielle en 2025 l'association Action contre le tribalisme and Ending Discrimination. Quelles sont aujourd'hui les retombées un peu plus d'un an après? Les retombées, c'est un langage un peu économique. Je ne sais pas si on cherchait des retombées. Vous menez des actions? Oui.
L'impact peut-être. Voilà. En fait, ACTED, Action contre le tribalisme and Ending Discrimination, a été créé en juin. Du moins, a reçu son récépissé de déclaration en juin 2025. Et ACTED a été mis sur pied par un ensemble de jeunes Camerounais venus d'horizons divers parce que nous avons constaté qu'il y avait une inflation du discours tribaliste et haineux. Et ça commençait à dater parce qu'on a atteint un niveau d'explosion ou d'excroissance de cette affaire-là autour de l'élection présidentielle 2018. Qui vraiment était une élection marquée, discours tribaliste. Vous avez eu d'un côté les patriotes, la base, etc. Au point, un des principaux candidats parlait du concours Boulou. Après, on a encore transformé ça en une affaire et tout. Et depuis lors, nous espérions que la température allait redescendre. Malheureusement, les choses s'avançant, elles s'empiraient plutôt. Bien évidemment. Et nous avons vu que à l'approche de l'élection présidentielle, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont commencé à replonger le Cameroun dans cette ambiance nauséabonde-là. Donc nous avons créé ACTED, premièrement pour permettre aux Camerounais de s'entreconnaître, connaître les liens anthropologiques qu'il y a entre eux, à travers diverses études anthropologiques, scientifiques, etc. Pourquoi? Parce que la haine provient généralement de l'ignorance. Et ma foi, j'estime que quand les Camerounais connaîtront leur histoire, leurs liens sociaux, leurs liens, etc., ils comprendront tout le ridicule de faire du tribalisme. Le tribalisme est un fait au Cameroun? J'y arrive. Dans son sens. Deuxièmement, il y avait, nous voulions justement apaiser le climat social en sensibilisant les acteurs majeurs, en les appelant à prendre leurs responsabilités, notamment les pouvoirs publics, les partis politiques, les acteurs, d'autres acteurs de la société civile, mais surtout les médias comme vous par exemple, qui devaient construire un cordon sécuritaire. On en parlera. Autour de la société camerounaise, en évitant de donner la parole à n'importe qui, parce que le tribalisme n'est pas une opinion, c'est une infraction, même de par la loi de 24 décembre 2019, c'est une infraction. Alors, donc, nous avons fait, c'est pour cela que dans le cadre du processus électoral, nous avons par exemple publié un manifeste contre le tribalisme que nous avons adressé à l'ensemble des acteurs engagés dans le processus électoral, à savoir les partis politiques qui sont les premiers intéressés parce qu'ils participent à l'expression du suffrage universel, les CAM, la Commission nationale des droits de l'homme, le MINAT, la primature, notamment le Premier ministre, et les populations elles-mêmes, les médias que vous êtes et bien d'autres acteurs adjuvants. Et ma foi, je vais quand même avouer quelque chose. L'élection présidentielle 2025 a été moins marquée par le tribalisme que 2018. C'est 2018. Quels sont vos indicateurs? Non, mes indicateurs, c'est le discours qui s'y tenait. Vous savez, en 2018, c'était tellement cristallisé. Oh, on va éradiquer les boulous, les bamileke, les bamilekons, les tontina, les sardina. Franchement, il n'y a pas eu tous ces noms d'oiseaux en 2025. D'accord. Et vous verrez autre chose. Autre indicateur, l'expression des suffrages. Prenez les deux premiers qui concentraient environ 85% de l'électorat. Le premier et le deuxième. 53%, 35%, donc environ 88, 90. Leur électorat était transethnique, transmétropolitain, ça veut dire que ce soit au village ou dans les villes, transgénérationnel. Chiroma a eu à faire des scores incroyables dans l'Uncam, qui est un département où la majorité des habitants, ce sont les autochtones, comme on dit. Chiroma a fait plus de 70% dans le Vouri. Par exemple, il a fait, je crois, environ 40% dans le Fundi. Vous voyez un peu. Je prends le cas chez nous dans le Noun. Jamais dans l'histoire de l'élection présidentielle, un autre candidat, à part ceux de l'UDC et du RDPC, avait fait même 5%.
10%. Même Frunji au firmament de sa carrière. Mais Chiroma a fait 22% dans le Nord. Il était au coude à coude avec le RDPC. Avec 22%. Pour vous dire que l'élection présidentielle 2025, justement, était une preuve que les Camerounais avaient transcendé le tribalisme. D'accord. Et s'alignaient derrière chaque candidat pour X ou Y raison, mais toujours est-il que l'élément déterminant là, parce qu'on n'allait pas dire que Chiroma a 74 originaires du Nord qui vivent à Douala. D'accord, on vous a compris sur ces données-là. Pourtant, les indicateurs sont là, l'élection présidentielle est passée et les discours de haine, les discours tribalistes polluent l'espace public. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'élection présidentielle? C'est qu'il y a la perspective des élections locales. Et vous avez maintenant un ensemble d'acteurs qui estiment que pour tirer leur épingle du jeu, en étant pour être élus députés ou maires, ils doivent mettre le feu à la baraque en dressant les Camerounais les uns contre les autres. Parce que dès que vous enlevez à ces acteurs-là la stigmatisation de tel ou tel autre groupe tribal, ils n'ont plus de projet, ils n'ont pas de programme. Ces acteurs-là, je vais vous prendre un cas simple. Il y a un individu qui se balade dans les médias, là, il dit le littoral, le littoralien, etc. C'est un Camerounais, il a droit... Excusez-moi. Il a le droit de s'exprimer. Dès que vous enlevez son affaire de littoral au littoralien et que les Bamileke doivent rentrer chez eux, est-ce que ce monsieur-là vous a déjà présenté un projet sur l'aménagement de Douala? Demander aux autochtones d'être pris en considération dans les répartitions des postes politiques, ce n'est pas un projet. Je vous dis ceci. Oui. Le problème des populations n'est pas le problème de qui occupe le poste. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on en fait de la fonction? D'accord. Je ne suis pas sûr que mes frères qui sont là et Foulane, ça leur dise quoi que vaille que leur frère Luc Atangara Messi soit maire de la ville. À partir du moment où ils vivent dans les trous, ils vivent avec les poubelles et tombent dans les trous quand ils roulent et qu'il y a des inondations là-bas. Qu'est-ce que quelqu'un qui se fait inonder chaque jour à la moindre pluie à la poste centrale ou bien à Douala, à Makepe, Misoke, a à foutre de savoir que le maire est nordiste, Bamoun, Bamileke ou Sawa? Bon, il se dit en sourdine que le député du littoral qui serait originaire de l'ouest ou du nord investirait les subsides plutôt dans sa communauté d'origine. Je vous ai pris un cas simple. Et donc, Elim Bilob est député, par exemple, à Douala, investirait peut-être davantage pour lutter contre les inondations. C'est le député qui lutte contre les inondations. Pourquoi pas? Il peut jouer son rôle à travers des micro-projets. Voilà ce que je disais tout à l'heure. D'accord. L'informalisation de la République où tout le monde fait tout. Finalement, on ne sait plus qui doit faire quoi. La fonction du parlementaire, c'est légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Oui. Accessoirement, le Sénat représentait les collectivités territoriales décentralisées. Mais reste que dans leur fonctionnement, ils ont des budgets pour des micro-projets? Non. Et il y en a que nous connaissons qui investissent, par exemple, dans l'éclairage public. S'il vous plaît. Comme qui? Comme Nouran Foster. Elle n'a pas investi dans l'éclairage public. C'était un marché public qu'elle a gagné pour les dirigeants Cameroun. Et elle a menti en disant que c'était un don. Elle a même menti au ministre des Finances qui lui a donné des abattements. Non, les papiers sont là. Moi, je dis ce qui peut être prouvé. D'accord. Il y a eu des courriers du ministre. Peut-être vous ne les avez pas vus. Disant que, bon, comme c'est pour le truc, après, on a constaté qu'il y avait un marché du Minju pour la même affaire. Et finalement, elle a voulu nous faire comprendre que c'était une subvention, machin. Non. C'est pour elle, c'est pas un bon exemple. D'accord. Alors, je vais vous dire, monsieur Kamga. Donc, vous pensez... Avec Queen Chabanjoun accompagne régulièrement les agriculteurs. S'il vous plaît, si vous ne me laissez pas développer, on ne va pas arriver. Allez-y. Il y a deux choses. Lesquelles?
Premièrement, l'aménagement territorial n'incombe pas aux parlementaires. On vous a compris sur ce point. Deuxième chose, oui. Lorsque vous avez un maire, tout ce que vous lui demandez, c'est des résultats. Par conséquent, lorsque vous avez un candidat à la mairie, tout ce que vous attendez de lui, c'est des projets et des programmes. Vous n'avez pas à attendre de lui qui vienne dire que je suis Bamoun, je suis fils du coin. Je n'ai pas à aller dire aux habitants de Fumban que votez-moi parce que je suis Bamoun. Quand je vais manger chez moi, ça ne va pas donner l'éclairage public aux gens. Ce que les gens veulent, c'est des projets viables, fiables et crédibles. Vous leur dites, je vous promets tel nombre de kilomètres de drain en 5 ans. Et je vais les financer de telle et de telle manière. Et ces kilomètres de drain vont solutionner tel problème. Voilà ce qu'on attend des gens qui veulent occuper des fonctions. Donc l'origine ethnique importe peu. S'il vous plaît, vous avez vu Diomaye Faye se disputer là avec Sonko au Sénégal. Vous avez vu quelqu'un parler de l'ennemi de Diomaye ou de Sonko. Voilà les pays qui avancent. Où vous êtes encore, autant le Cameroun est archaïque sur le plan institutionnel, vous devez encore porter les décrets pour aller lier à la CIATV. Autant vous êtes encore à l'état pré-politique, où au lieu qu'on parle d'idéologie, de programme, de projet, vous en êtes encore à parler de la tribu de tel ou tel qui va être... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre des tribus aujourd'hui? Les gens alors qui ont des parents, le grand-père est Ton, la grand-mère est Mbamoise, après le père, le grand-père paternel est Bamoun, la grand-mère est Chika, après lui-même il grandit, il épouse une fille anglophone, vous allez le classer où? Est-ce que parce que vous êtes soi-disant autochtone d'une localité, je vous rappelle qu'à l'heure-ci que nous parlons, Douala et Yaoundé sont dirigés par 2 autochtones. Ça ressemble à des villes du 21e siècle. Ils sont là depuis 6 ans. Dis-moi quelque chose qu'ils ont fait de bien. Ben, on a récemment cassé le marché des Toudi. C'est bien. Cassé. C'est bien. Très bien. Donc pour vous dire, vous avez les 10 présidents des conseils régionaux sont des autochtones. Ça fait 6 ans que ces bons hommes sont là. Ils ont fait quoi? Bon, pour qu'on vous comprenne mieux, vous voulez dire que l'origine du maire de la ville, l'origine du conseil régional importe peu. Le plus important, c'est l'impact sur la société à travers des projets concrets, viables, qui bénéficient aux populations. Donc pour vous, si je suis de Marois Salak et que je suis président du conseil régional au nord-ouest, ça marche, tant qu'il y a des résultats sur le plan social et économique. Vous savez, pendant que vous parlez, je vais répondre par des faits. Ce n'est pas la philosophie. D'accord. Actuellement, l'autre jour, les populations de New York portaient en triomphe le maire Mamdani. Un mec arabe, né et ayant vécu en Afrique, d'immigration récente. Je crois que ça fait peut-être 8 ans ou 10 ans qu'il a eu la nationalité américaine. Mais il est unanimement reconnu comme le meilleur maire de tous les temps de New York. Il est arrivé, la mairie de New York avait un déficit, je crois que c'était de 20 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il était endetté. Tous les services sociaux étaient à l'arrêt. Ce monsieur a relancé tous les services sociaux. Les cantines sont gratuites aujourd'hui. Les sans domicile fixe ont où se loger maintenant. Et à l'assistance médicale. New York est en train de devenir l'une des villes les plus sûres des États-Unis. Mais New York n'est pas au Cameroun. Oh, laissez-moi terminer. Je ne sais pas si vous voulez faire dans la diversion. Non. En 1 an, il a effacé toute la dette de la ville de New York. Et tous les prestataires sont payés. Il a été porté en triomphe l'autre jour par les populations lors d'une marche de fierté. Personne n'a cherché à savoir son père était d'où, il était quoi. Je dis une chose, les Camerounais ont le choix aujourd'hui. Soit vous vous inscrivez dans la modernité mondiale qui a cours partout ailleurs et qui permet aux autres pays d'avancer.
et que vous voudrez que s'accrocher à l'identité soi-disant tribale et ethnique des gens est une stupidité, soit vous continuez à faire dans ça et on est comme on est là. Aujourd'hui, le Cameroun est le 3e pays en termes d'industrialisation en Afrique centrale. C'est-à-dire que le Cameroun, avec tout notre potentiel, était devancé par la Guinée équatoriale et le Gabon. Monsieur Brand Kamga, si vous n'y prêtez pas attention, dans quelques années, vous allez commencer à envoyer vos enfants faire l'université en Centrafrique. En Centrafrique, effectivement. Si vous n'y prenez garde, vous allez commencer à payer l'avion pour aller vous soigner au Tchad. Si vous n'y prenez garde, vous allez commencer à importer les tomates du Gabon. Comme vous importez de l'huile de palme depuis près de 10 ans. Parce que pendant que tout le monde réfléchit comment avancer ailleurs, vous vous êtes attaché et concentré sur des bêtises comme la tribu et l'ethnie. Quand les gens se lèvent ailleurs, les gens disent comment faire notre part d'intelligence artificielle, comment améliorer notre système de santé, comment améliorer notre système universitaire, même s'il faut importer les gens de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Vous avez vu le Gabon, du temps de Bongo. Ils voulaient viabiliser leur système de protection des parcs et de la nature. Ils ont nommé M. Lee White, un Anglais, comme ministre. Allez à l'université aujourd'hui camerounaise, demandez à nos vieux enseignants que entre la période où les Blancs de la Fondation française de l'enseignement supérieur géraient l'université, avec des gens comme le vice-chancelier Vergniaud, et maintenant que les Camerounais autochtones ont pris les universités, ils préféreraient qu'en quelle période? La réponse coule dessus puisque tous envoient les enfants fréquenter à l'extérieur, à l'étranger. Quand vous arrivez dans un hôpital aujourd'hui, vous voyez même un blanc, ou un étranger, ou un Sénégalais qui veut vous consulter. Et parfois, votre frère du village, vous êtes plus rassuré par qui? Mais M. Brankam, quand vous allez inscrire votre enfant aujourd'hui dans une école, vous demandez l'origine ethnique de la directrice. Du tout. Vous demandez les résultats de cette école. C'est clair. Quand vous allez inscrire vos enfants à Vogt, Jean Tabi, Liberman, vous demandez l'origine ethnique du recteur de ces écoles-là? Du tout. Ou du principal? Du tout, du tout. Alors, on avance. Est-ce que ce débat n'est pas aussi quand même alimenté par le système en place qui évoque dans les dispositions constitutionnelles les populations autochtones, les populations allogènes? Est-ce que ce ne sont pas des arguments sur lesquels reposent les revendications d'Abel Elim Bilobé, puisque c'est de lui que vous parlez? Elim Bilobé n'est pas seul. Ils sont un certain nombre. C'est le plus d'acteurs. Oui. Bref. Ce que je veux dire, parce que l'idiotie, excusez-moi, du tribalisme n'est pas le fait individuel de M. Elim Bilobé. Il y a même des grands universitaires qui sont partisans de cela. Vous les lisez dans les groupes WhatsApp. Répondez donc à ma question. Est-ce qu'eux, ils ne savent pas de cette disposition? Non. En fait, il y a une confusion. Nous l'avons dit dernièrement à la conférence. On va y arriver. Qui a été savamment orchestrée justement par un certain nombre d'élites sur les thèmes. Il n'y a pas allogène dans la Constitution. On a dit que le peuple camerounais protège les populations autochtones et les minorités. Et il y a une convention portant protection des populations autochtones, une convention internationale. Et quand vous allez au ministère des Affaires sociales, on vous dit que les populations autochtones, c'est qui? Ce sont les Pygmées et les Mbororo, les deux seuls peuples autochtones du Cameroun. Le reste là. Alors, qui pourrait s'opposer à la protection des Pygmées au Cameroun? Que Douala, excusez de l'expression, prenons des cas pratiques, que Douala soit occupé entre 70 et 80% par les originaires de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest et du nord, les originaires de Douala se sentent minoritaires. Ce n'est pas moi qui fais les classifications. Nous parlons Je vous parle du ministère des Affaires sociales. D'accord. Qui dit que les populations autochtones au Cameroun, c'est deux peuples, les Pygmées et les Mbororo. C'est le ministère, c'est le gouvernement du Cameroun qui dit. D'accord. Mais le même gouvernement du Cameroun, si vous m'aviez laissé terminer, allez-y. Lorsqu'il fait le code des collectivités territoriales décentralisées, la Constitution vous dit que le président du conseil régional et les maires de ville doivent être les autochtones de la région ou de la ville. Il embrouille. Est-ce autochtone au sens qu'on dit que ceux dont les ancêtres sont originaires de la localité,
Ça, c'est une question. Maintenant, perçu comme tel, vous posez très bien le problème des Douala. Donc, je suis conscient parce que je suis né et j'ai grandi à Douala. D'accord. Et le code électoral dit qu'il faut respecter les composantes sociologiques. Le résultat des courses aujourd'hui, depuis toujours, n'est-ce pas, au moins 80% des maires de Douala sont souvent les Douala. À l'heure actuelle, quand vous enlevez Madame Denise Fampou et M. Fungwa de Douala 2 et M. Fungwa de Douala 5, je crois, de Vouri 5, je crois. Le reste, c'est les Savannons. Le reste des maires dans la région de littoral, ce sont les littoraliens, non? D'accord. Est-ce que vous avez perçu une différence de performance fondamentale entre les mairies qui se trouvent entre les mains des autochtones, entre guillemets, et les mairies qui se trouvent entre les mains des allogènes? On a le même dysfonctionnement partout, la même incurie, la même improductivité. Qui sont Parfois, ça semble mieux avec les halogènes, sans vouloir... Moi, je ne dirais pas ça. Moi, je dis, le problème de la décentralisation est systémique au Cameroun. Même si c'est Jésus de Nazareth qui est élu maire au Cameroun, il ne peut rien produire. Parce que les bureaucrates les ont encerclés à travers les lois et les décrets d'application que... Vous avez vu la dernière en date où on leur a retiré même les petites patentes et taxes qu'ils percevaient. On leur a même encore retiré cela. Un maire peut faire quoi aujourd'hui? Je dis que même c'est Jésus-Christ qui vient. Alors, au lieu que les gens déplacent les débats, là où cela vaut la peine, à savoir une véritable autonomisation des populations à la base, une véritable décentralisation. Les gens sont dans les faux débats de tribalisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit décentraliser fondamentalement l'éducation, la santé, l'aménagement du territoire. D'où est-il que pour mettre la peinture, d'où vient-il que pour mettre la peinture sur une salle de classe, on doit signer les documents à Yaoundé pour les amener à Mora? Voilà le vrai problème. Vous avez donc tenu, c'était le 25 juin dernier, une conférence débat à Yaoundé pour parler d'un certain nombre d'éléments, notamment le biculturalisme, la constitution du 16 janvier, du 18 janvier 1996, 30 ans après. Vous avez également évoqué l'intégration nationale, entre autres. Qu'est-ce qui est ressorti globalement de ce dîner intellectuel? Nous l'avons, vous avez commencé à évoquer quelques brillants instants. Oui, il est ressorti de cette conférence quelques idées fondamentales. Premièrement, les Camerounais n'ont pas de problème de tribalisme. Au jour le jour, au quotidien, nous vivons ensemble, nous mangeons ensemble, nous buvons ensemble, souvent nous nous marions même ensemble, etc. Pour vous, le tribalisme est une vue de l'esprit? Dans la pratique, ça n'a aucun sens. C'est une vue de l'esprit. Quand vous mettez là en roue pour prendre le taxi, vous demandez la tribu du taximan. Quand vous allez à la boutique pour acheter quelque chose, vous demandez que le boutiquier c'est de quelle tribu. Comme je disais, quand vous allez à l'hôpital, vous demandez que le médecin là est de quelle origine. Vous voulez un neurologue, vous demandez le meilleur neurologue. Est-ce que tu connais un bon gynécologue? Vous ne demandez pas est-ce que tu connais un bon gynécologue Bamoun. Vous voyez un peu. Donc, dans la pratique, ça n'a même pas de sens. Deuxième chose maintenant, on voit comment les Camerounais évoluent au quotidien. Ces mélanges, au fur et à mesure que le temps passe, dont le tribalisme est condamné à disparaître. Vous avez de plus en plus des enfants. Le père est Bamleke, la mère est Betty, l'enfant lui-même peut épouser une fille. Il sort. Après, les enfants sont là, ils sont entre eux, les camarades, se définissent comme frères, ils ne savent même pas qui est d'où. Vous comprenez un peu. Si vous allez dans l'école de mes enfants aujourd'hui, je leur dis que Bamoun, machin, ils ne savent pas très bien, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Vous voyez un peu. Ils s'appellent cette Atangana, Njoya, Kamdem, Ousmanou, etc. Mais pour eux, ça ne renvoie à rien du tout. Ils savent qu'ils sont des amis, des camarades, ils ont grandi ensemble, etc.
Est-ce qu'un de vos enfants vous a déjà dit que papa, voilà mon camarade Etoun? Dans le système même de l'enseignement des langues nationales, et tous, selon les aires, on a défini les aires. Moi, mes enfants, par exemple, étudient le Wondo à l'école. Parce qu'on est dans l'air Wondo, et tel que les inspections pédagogiques des langues nationales ont défini. Étant à Yaoundé, on étudie le Wondo. Donc, dans 5 ans, 10 ans, mon fils va parler parfaitement et Wondo. Je ne suis pas sûr qu'il parlerait aussi bien Bamoun. Alors, vous évoquez, oui. avec votre permission, vous parlez d'une chose et on a comme l'impression qu'il y a un peu son contraire. Vous êtes président d'une association qui lutte contre le tribalisme et vous dites que le tribalisme est une vue de l'esprit au Cameroun. Soyez un peu plus précis. Voilà, vous touchez quelque chose de fondamental. C'est ce qu'on appelle la force des représentations. En d'autres termes, le monde n'a jamais basculé parce que du fait de la majorité. C'est que vous avez souvent un groupuscule d'Ulubelu qu'on néglige et qui continue à infester l'opinion publique jusqu'au jour où on va se retrouver en train de foncer droit au mur. Je vous prends le cas d'un truc comme le nazisme. Le nazisme, un monsieur apparaît, il est en échec scolaire. Il n'a vraiment pas pu avoir le bac, il n'a pas pu intégrer l'université. Il commence à vadrouiller, il dit qu'il est artiste. Après, étant oisif, il commence à fréquenter un bar qu'on appelle Brasserie à Munich. Après, il commence à bavarder dans ces bars-là, ses amis applaudissent. On est là au début des années 20. On a laissé prospérer. En 1923 même, on l'arrête parce qu'il essaie de faire un faux coup d'état, ça ne marche pas. On l'envoie en prison. Arrivé là-bas, il écrit un très mauvais ouvrage qu'il a appelé Mein Kampf. On a continué à le laisser faire. Toujours est-il qu'au fur et à mesure, ces messieurs-là, du fait de la pauvreté des populations, notamment à la suite du krach boursier de 1921 et des affres des accords de Versailles, du traité de Versailles, les populations se sont retrouvées pauvres. Cela a favorisé la bouc émissérisation, c'est-à-dire de trouver un bouc émissaire. Et c'est comme ça là que les gens sont levés un matin, ils ont dit que non, tout ce que nous recevons comme malheur là, c'est à cause de tel peuple, il faut l'exterminer. Vous voyez un peu. Pour vous dire que quoi, notre objectif justement, c'est que une bande d'Ulubelu ne doit pas nous amener droit au mur. C'est encore bien là. Mais si nous continuons à les laisser faire et que nous sommes la majorité silencieuse, nous risquerons justement de nous retrouver dans ces situations. Vous voyez un peu. C'est le sens de notre lutte. Parce que ceux-là sont en train de mettre en place un ensemble de représentations nocives et qui visent à fracturer les populations camerounaises. Que jusqu'à présent, je vais vous prendre un cas simple. Vous avez votre épouse à la maison, vous ne la soupçonnez de rien, n'est-ce pas? Après, vous avez un voisin qui commence à vous chanter que monsieur Kamga, votre femme là, je l'ai vu au mariage, votre femme là et tout. Il va commencer à instiguer le doute dans votre tête. Vous allez commencer au fur et à mesure, sans vous en rendre compte, à changer votre comportement vis-à-vis de votre épouse. Vous allez d'abord commencer à la suivre. Maintenant, tous ces gestes qui étaient banals à l'époque vont devenir suspects. Elle va au marché, elle rentre un peu en retard. Vous l'entendez causer au téléphone. À l'époque, vous l'entendez parler au téléphone. Je dis que vraiment, sûr qu'elle parle avec son frère ou bien machin. Elle dit maintenant qu'elle va au deuil, vous allez commencer. Et comme ça, là, vous pouvez vous retrouver à être violent. Sur la base de rien. Parce que un individu, en instaurant le doute dans votre tête, en instigant la suspicion dans votre esprit, va modifier radicalement votre comportement et vos rapports avec votre femme, alors que vous n'avez, dans le fond, aucun problème. Alors, très rapidement, vous avez donc commis en 2025, la veille de l'élection présidentielle, le manifeste contre le tribalisme. Vous avez organisé récemment cette conférence débat avec les sociologues, les analystes et bien d'autres encore sur les avancées démocratiques, la constitution de 1976, le 96. de 96 et bien d'autres aspects encore. Dans votre démarche donc de sonnette d'alarme que vous voulez attirer, quelles sont les autres méthodes en dehors de manifestes, conférences, débats que vous utilisez aujourd'hui pour dire aux Camerounais faites attention, le tribalisme n'est qu'une vue de l'esprit, selon vos propos? Nous sensibilisons les Camerounais au quotidien à travers les réseaux sociaux et les médias, comme je le fais avec vous.
Mais dans un proche avenir... Je rappelle que c'est nous qui vous avons convié, ce n'est pas une initiative de votre association. Mais la précision vaut le coup. Voilà, merci. Donc nous essayons d'être présents sur l'espace public et avec peut-être un peu plus de moyens, parce que nous nous autofinançons à titre privé, pas de contribution, pas de pouvoir public, rien. Donc, nous essayons de nous entraider, de mobiliser nos financements pour produire des études, des réflexions beaucoup plus fondamentales qui vont laisser des traces. Et si cela se justifierait, par exemple lors des élections locales, nous allons faire des campagnes de sensibilisation pour expliquer par exemple aux populations les notions qui sont manipulées telles que les composantes sociologiques. Qu'est-ce que veut dire composante sociologique? Que veut dire autochtone? Comment doit être composée une liste électorale? Dis aux gens par exemple que c'est une plus vue de l'esprit, une plus folie que tu veux faire une liste composée uniquement de l'électoralien à Douala par exemple. Cette liste sera même rejetée par le juge électoral. Donc il faut expliquer aux gens qu'on ne doit pas vous mener en bateau parce que les péchés à nos troubles sont comme ça là. C'est-à-dire ils vous vendent du vent. Ils savent très bien que c'est impossible. Ils vont vous vendre du vent. Comme les gens ne maîtrisent pas toujours la législation électorale par exemple, ni la législation tout court, les gens vont se laisser embarquer dans ça et à la fin seront laissés au milieu de la route parce que ceux-là savent très bien qu'ils ne vont nulle part. Donc nous allons multiplier ces sensibilisations-là, ces actions-là et ma foi, lorsque peut-être les élections seront précisées, l'échéance électorale sera précisée, nous allons intensifier ce genre de sensibilisation pour que tout se passe assez bien et que les gens se prononcent en connaissance de cause, un peu comme ils l'ont fait en 2025, sans dire qu'on vote un nordiste ou un sudiste, etc. On vote ceux en qui on croit et qui sont capables de solutionner tous les graves problèmes auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. Vous regardez Sans Tabou sur Naya TV, une respiration. Mesdames et messieurs, chers clients, bienvenue à l'hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles. Vous venez d'horizons divers et vous avez besoin d'un cadre calme, sécurisé et classe. L'hôtel Le Quai d'Orsay met à votre disposition un cadre idéal et sain pour tous vos problèmes de détente et de discrétion. Avec sa diversité de services, l'hôtel Le Quai d'Orsay vous offre une quarantaine de chambres variées, 6 appartements, 7 suites, une salle de sport, une piscine, une salle de fête d'une capacité de 300 places, une salle de conférence, un restaurant, 2 parkings pour vos véhicules, des caméras de surveillance pour votre sécurité et une buanderie. Sans oublier des navettes de service, le tout bien équipé et standardisé. Pour vous servir, l'hôtel Le Quai d'Orsay est doté d'une équipe de professionnels avenantes, accueillantes et parfaitement bilingues. Pour mieux répondre à vos attentes, l'hôtel Le Quai d'Orsay a rehaussé le standing. À l'hôtel Le Quai d'Orsay, venez, admirez et vivez. Hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles, mieux que ce que vous imaginez. Better than you imagine. Vous regardez Sans Tabou sur Naya TV avec notre invité Joya Moussa. Il est le président de l'association Action contre le tribalisme and Ending Discrimination. Un peu plus d'1 an après la création de votre association, on voit donc qu'il y a ces débats sur la place publique qui pilulent et beaucoup sont tentés aujourd'hui de se demander quelle plus-value est-ce que vous ne jouez pas un peu quelque part le rôle du régime en place qui crée des associations, des mouvements de part et d'autre, parfois les finances par les moyens conventionnels ou obscurs, et puis distrait davantage l'opinion publique. Bon, je dirais que si tel était le cas, c'est que le régime joue un très mauvais jeu. Parce que notre travail justement consiste à demander aux Camerounais de se concentrer sur l'essentiel. Comme je vous explique depuis le début de cette émission. Et pour ceux qui étaient à la conférence, ils ont très bien observé quel est le type et la qualité, la froideur des analyses qui a été proposées. Et pour ceux qui me connaissent un peu, ils connaissent mon indépendance d'esprit, etc. Quand nous avons créé cette association, justement, l'une des premières résolutions à la réunion, avant d'aller déposer les statuts, c'était que
Nous, on ne veut pas de partenariat avec le pouvoir public. Nous, on ne veut pas... Quand je dis partenariat, c'est-à-dire que nous ne voulons pas solliciter des financements des pouvoirs publics. Nous voulons nous autofinancer. On peut mener des activités de sensibilisation de ces pouvoirs publics-là. Par exemple, comment vous vous financez? Parce que vous pourriez être poursuivi plus tard pour blanchiment de capitaux. Pour financer une conférence, c'est quoi? Il faut des moyens. Organiser une conférence, ça coûte environ 1 million de francs. Si vous êtes 10 protagonistes, ce n'est pas la mer à boire. Vous ne faites pas comme si on était... je sais pas. C'est aussi très facile à dire. Non, je vais tout simplement dire que les faits sont là. S'il faut descendre sur le terrain dans les 360 arrondissements sensibilisés, c'est une logistique qui n'est pas négligeable. Alors, descendre dans les 360 arrondissements, soit... Donc vous dites quoi? Si le MINAT, l'administration territoriale, fait appel à vous pour accompagner le gouvernement dans la sensibilisation contre le tribalisme et autres formes de discrimination, vous diriez non, restez avec vos moyens? Attendez un peu. Il faut qu'on s'attende sur qu'est-ce qu'on met dans accompagner. Oui. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qu'on met dans accompagner? Nous, on décide de sensibiliser les gens, les populations, par exemple. Et nous décidons, par exemple, de sensibiliser les autorités administratives qui, lors du processus électoral, par exemple, ne doivent pas discriminer les listes par rapport à l'appartenance tribale ou même politique des différents candidats. Où est-ce que vous puisez les fonds pour la logistique? En délivrant, je vous dis ceci. Oui. Notre truc, par exemple, nous allons dire que nous, de acteurs, nous allons nous prendre en charge. Maintenant, vous prenez en charge votre personnel. Je vous prends un cas simple. Si on dit qu'on organise un séminaire à Bankomo, où on doit réunir les sous-préfets, les préfets du centre, ben, ça appartient au MINAT de s'occuper de ces agents publics. On est d'accord. Et nous, maintenant, si vous partez à ce que nous Kousséry, ne ferons pas, c'est que le MINAT nous verse de l'argent en tant qu'expert ou quoi. Nous n'allons pas accepter. D'accord. Donc notre contribution, c'est de venir les sensibiliser. Et eux maintenant, ils peuvent dire que non, comme c'est eux qui veulent la formation, ils vont louer l'hôtel, ils vont faire la nourriture, ils vont payer les per de leur personnel, ils vont s'organiser. Ça les intéresse. Donc les membres de Artet sont à la base des philanthropes. Voilà. Nous, on ne va pas prendre l'argent du MINAT. On ne va pas dire qu'on monte une activité. Nous sommes les experts auprès du MINAT et le MINAT doit nous verser de l'argent. D'abord, c'est interdit. Les associations n'ont pas le droit de recevoir les subventions et les financements publics. Les seules associations autorisées à les faire, c'est les associations reconnues d'utilité publique. Bien évidemment. Et ou bien les ONG. Donc, ce que les gens passent leur quotidien à faire là, c'est interdit par la loi. Mais lutter contre le tribalisme, c'est utilité publique. Non. La déclaration d'utilité publique, ce n'est pas au quartier, c'est un décret présidentiel. D'accord. Ok. D'accord. Vous souhaiteriez en arriver là? Vraiment, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de travailler sur le terrain. C'est de mener un ensemble d'activités sur le terrain et toucher les cibles que sont les populations, les médias, etc. Vous voyez un peu. L'une de vos recommandations justement qui nous intéresse et qui a retenu notre attention, c'est l'appel des médias sur le casting des invités. Vous en êtes un. Vous avez longuement évoqué cela après cette conférence lors de votre interview. Quel est le constat que vous faites dans ce paysage médiatique aujourd'hui? Alors, le constat que je fais est que justement, les hommes de médias que vous êtes avaient tendance à confondre deux choses. La liberté d'expression et les infractions liées à la liberté d'expression. Les gens vous disent, non, on invite tel qui vient, il passe 1 ou 2 heures à insulter telle ou telle autre tribu ou telle autre ethnie, les traitant de tous les noms d'oiseaux, au prétexte de la liberté d'expression. Oh, le tribalisme n'est pas une expression, ce n'est pas une opinion. C'est une infraction. Loi du 24
décembre 2019 portant outrage à ennemi et à tribu. C'est une loi. C'est comme le viol, c'est comme le vol. Donc c'est un peu comme si au nom de la liberté d'expression, vous invitiez un violeur ou un braqueur qui vient s'asseoir à la télé, commencer à expliquer que non, quand on braque sur vos quartiers, vraiment, nous on aime braquer dans tel quartier parce que c'est un bon quartier. Et à 18h là, si tu rentres dans mon quartier, je vais te faire telle chose. C'est la même image. C'est la même chose. On ne doit pas donner la parole aux gens et leur permettre de dire n'importe quoi au nom de la liberté d'expression. C'est un autre message aux hommes des médias. Ne confondons pas les choses. Il y a des opinions politiques. Vous n'aimez pas tel programme politique, vous n'aimez pas tel parti politique, vous n'aimez pas tel leader politique, etc. C'est différent. Encore que vous ne devez pas vous livrer à la diffamation, etc., qui sont également des infractions. Il y a quand même aujourd'hui des faits concordants. Ces médias qui donnent la parole à ces acteurs qui s'expriment librement, sans faire l'objet de quelque inquiétude que ce soit. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est politisé, ce schéma-là, ce canevas-là? Politisé, je ne sais pas, manipulé, oui. Le tribalisme est essentiellement manipulé par les élites. C'est essentiellement les élites qui financent même le tribalisme. Qui, étant incapables de trouver des solutions viables aux problèmes, disons-le parfois même de leur localité ou de leurs frères. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud, non? C'est parce que le gouvernement sud-africain est totalement en échec de trouver des solutions aux problèmes des populations sud-africaines. Ils ont trouvé un bouc émissaire qui est l'étranger. Mais dès que les étrangers vont partir, ils vont se retrouver entre eux. Le prochain bouc émissaire, ça sera le Zoulou, ou bien le Tchosa, ou bien quoi. Regardez ce qui s'est passé au Soudan. Pendant 40 ans, on a dit que la guerre opposait le Sud-Soudan au Nord-Soudan, parce qu'au Nord, vous aviez les musulmans, au Sud, vous avez les chrétiens animistes. Dès qu'on a donné l'indépendance au Sud-Soudan en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, les Nuer et les Dinka ont commencé à s'affronter dans un conflit quasi génocidaire jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ouais. C'est la même rhétorique, M. Brankanga. Vous avez des gens qui sont incapables de trouver des infrastructures à leurs frères, par exemple. Parce que les élites eux-mêmes ont été sont prises à leur propre piège. Vous présentez, vous dites à vos frères que vous êtes le plus fort, vous êtes capable de tout, de la pluie, du beau temps. Maintenant, vous êtes envahi des demandes. Il y a ce qu'on appelle un appel d'air. Donc tous les jours, les gens viennent vers vous, ils veulent du travail, ils veulent des routes, ils veulent... Moi, je vois parfois des ministres, on les sollicite dans le domaine, dans ces domaines, je dis que le type, qui vous a dit qu'il peut faire quelque chose dans ces domaines? Mais eux aussi, les élites, comme ce sont des manipulateurs, ils ne disent pas que pour telle chose, vraiment, mon frère, je n'y peux rien. Oui. Je n'y peux rien. Donc, les élites étant incapables de fournir ce qu'elles ont promis aux populations, les manipulateurs disent que non, si vous n'avez pas telle chose, c'est parce que telle personne sont les envahisseurs, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Ouais, et face donc, d'accord, allez-y rapidement. Il y a le sommet, il y avait le Sud Forum, dans le Sud, n'est-ce pas? Les gens ont dit que si la route d'Akom 2 et Boulevard Akom 2 Kribi n'est pas gouvernée depuis le temps de Tissé Zala 97, c'est parce que le ministre des Travaux publics est un Bamouké et il ne gouverne que les routes qui vont chez lui. Première bêtise, ils ont oublié aussi que Douala Bafoussam, c'est toujours la route qui part chez le ministre. Vous avez vu l'état de la route là. Vous avez le tram quand on a la fallait de Tchangou. D'accord. Deuxième fausseté, la route de Yaoundé-Bafoussam a été gouvernée du temps où c'est le ministre Ambasala qui était ministre des Travaux publics, c'est-à-dire un monsieur Dakono Linga. Celui-ci est venu juste achevé. Mais la route a été pensée, lancée et tout du temps du ministre Patrice Ambasala. Deuxième mensonge, parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Il y a eu un ministre Bernard Messengue avant. Qui n'était pas de la contrée que vous... Qui était de la Haute-Sanada. Oui. Troisième chose alors, on a convoqué le dit ministre, Emmanuel Nganou Messi, que je suis très loin de défendre, rassurez-vous, au Sud Forum, qui se tenait à Kribi. Il est arrivé. On lui dit que pourquoi il n'y a pas les routes et tout. Vous avez suivi son discours. Qui voulait faire la route? C'est toujours les élites du Sud.
qui sont venus avec des entreprises qui demandaient 2-3 fois le montant qu'il fallait. À un moment donné, il a même fermé les yeux. Après, on a mené des entreprises qu'il a contractualisées. Ces entreprises-là ont commencé et ont abandonné le chantier. Et ces entreprises-là étaient tenues par des fils du Sud. Depuis là, vous avez encore entendu quelqu'un parler de ça. C'est un exemple. Moi, j'aime parler avec les faits. Vous allez dans la région de l'extrême nord, par exemple. Si on veut accuser les gens, le ministre de Minepat est d'où? À la mine, mais d'où? Chaque jour qu'on se plaint de la roue Mora Pousseri, là, c'est la roue qu'il empêche chaque jour qu'il va au village. Et le président de l'Assemblée nationale, c'était la même roue qu'il empruntait. Kavaye Djibril. Je ne parle pas des autres élites. Et lorsque ces élites-là, justement, sont incapables de fournir des solutions à leur population, je ne dis pas que celle-là particulièrement le font, elles viennent maintenant instrumentaliser des Ulubelu qui vont commencer à distraire les Camerounais sur des faux problèmes. Alors qu'on vous dit que non, les envahisseurs. Pendant qu'on dit que les envahisseurs, on oublie de dire au Camerounais que le Cameroun a déjà cédé 4 millions d'hectares à des étrangers. 8,5% du territoire national. À des étrangers. Le Cameroun est le 3e pays dans le classement de Matrix Land à céder ses terres aux étrangers. Mais on vous dit que le gars qui a acquis le titre foncier sur 300 mètres carrés est un envahisseur. Pendant ce temps, des gens ont cédé à taux zéro 4 millions d'hectares à des étrangers. Sortons sur la manipulation médiatique et des réseaux sociaux dont vous évoquiez tout à l'heure, cette élite-là. Parlons quand même des promoteurs de ces médias et autres plateformes qui sont connus. On dirait qu'on est dans un système identifié. Est-ce qu'on peut avoir autre chose comme contenu dans nos espaces médiatiques? Puisque vous parlez de l'élite manipulatrice. Moi, le contenu ne m'intéresse pas trop. Parce que je me dis, on est davantage... C'est à travers le contenu que cette haine est distillée. Parce qu'on est bête. Comment ça? Et je ne compte... Mais oui, c'est ça les gens. Et je ne compte pas... Vos mots sont forts. Qui est bête? Je ne compte pas sur ces promoteurs bêtes pour améliorer leur vie d'antenne parce qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle de faire autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les populations, par exemple. Et ceux qui sont vraiment de bonne foi, les médias de bonne foi, à qui je demande de produire des contenus pour que les Camerounais se connaissent davantage, des documentaires, etc., d'organiser des vraies discussions. Vous avez vu, on a fait le débat l'autre jour, on n'a pas cherché à savoir qui était Wolo, qui était quoi, qui était ceci. Et à la fin, ce qui intéressait, c'était les propos qui étaient tenus. Et vous avez vu, on est sorti là sans invective, n'est-ce pas? Donc, les médias peuvent organiser ces genres de débats sans qu'on ait besoin de s'invectiver, des discussions. Vous, en Ayati, vous faites des documentaires pour que les gens se connaissent anthropologiquement, sociologiquement, etc. Comme on n'a pas de route, par exemple, au Cameroun, les Camerounais ne se déplacent pas beaucoup. Ils ne visitent pas le Cameroun. Du coup, ils ne connaissent pas le Cameroun et les Camerounais. Vous voyez un peu. Les médias doivent aider à cela. C'est-à-dire juguler le déficit infrastructurel en comblant sur le plan communicationnel, par exemple. Maintenant, nous aussi à Acteur, on sensibilise les populations pour qu'elles comprennent toute l'absurdité de ces manipulations qu'est le tribalisme. À la fin, ces Ulubelu-là, avec ceux qui les instrumentalisent là, vont se retrouver seuls. Vous voyez un peu. Parce que quand tu vas finir de dire que oh, les Bamileke sont ceci, Noura Fossé doit rentrer dans son village. Quand vous finissez de faire ça, on doit vous demander, que proposez-vous pour la ville de Douala? Que proposez-vous pour la ville de Yaoundé, qui a 4 millions d'habitants aujourd'hui, dont moins de 20% a accès à l'eau potable? Vous comprenez un peu? Est-ce qu'en plein centre de Yaoundé aujourd'hui, on devrait encore aller puiser l'eau à la source entre guillemets, où les gens sont ensevelis par la poubelle? À la moindre goutte d'eau, les gens sont inondés à la poste centrale. Tout ce que les populations... Et je demande aux populations que c'est l'exercice auquel vous devez vous livrer chaque fois qu'un individu se présentera devant vous. C'est que oui, mon frère, les Sawa sont mauvais, les Wadjo sont mauvais, les anglophones sont même pas trop camerounais. Oui, tu as raison. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu proposes
face aux problèmes que nous rencontrons au quotidien, dans la santé, l'aménagement du territoire, l'éducation, le logement, la voirie municipale, etc. Dis-nous concrètement qu'est-ce que tu proposes et comment est-ce que tu comptes financer tes propositions-là. Je pense que là, on va clore le débat. On va clore le débat. On va poursuivre avec notre émission. Joya Moussa, vous critiquez sans cesse cette opposition dès qu'elle soutient la moindre action gouvernementale. Est-ce que là encore, vous aussi, vous ne jouez pas ce même rôle de distraction, de diversion de l'opinion? Je divertis comment? Lorsque Cabral Libye estime que la sénatrice Pouéné est allée un peu trop en disant qu'il n'y a pas de seringues dans les hôpitaux, vous lui tapez dessus. Moi, je pose une question simple. Maurice Kamto, vous lui tapez dessus. Il faut qu'on aille point par point. Moi, j'aime la casuistique, j'aime les cas par cas. D'accord. Il ne faut pas mélanger tout. On n'a pas tout le temps pour ça aussi. D'accord, je n'ai pas mélangé. Dites-moi que vous avez accusé tel. Et je vous dis pourquoi j'y allais accuser. Pourquoi est-ce que vous accusez Cabral Libye d'avoir soutenu... Son dernier chef d'œuvre, vous ne l'avez pas vu. Vous accusez Cabral de soutenir même sur le plan de la forme, vous êtes soi-disant opposant. Un sénateur du parti au pouvoir accuse un membre du gouvernement du parti au pouvoir. Votre problème dedans, c'est quoi? Même dans l'absolu. C'est pas parce qu'on est tous du parti au pouvoir qu'on doit faire trop. Je vous demande que il y a une querelle familiale entre les membres du RDPC. En quoi cela vous intéresse de venir jouer? Surtout que nous sommes dans un contexte où il y a des choses gravissimes, on ne vous a pas entendu. L'affaire du faux décret, là vous avez entendu Cabral Libye. Vous l'avez lu dessus? Jusqu'ici, non. D'accord. Donc vous avez des problèmes gravissimes qui sont en train de se passer dans un pays où les institutions sont en train d'aller à volo. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est de courir au secours des membres du gouvernement en affirmant des choses gravissimes comme quoi le secteur de la santé, c'est là qui se porterait le mieux. On dirait que ces mecs là-bas, peut-être du fait de ces moyens-là, l'habitude d'aller se soigner à l'étranger n'est plus au contact de réalité chez nous, mais ces gars-là ne fréquentent pas les hôpitaux camerounais. Nous qui perdons nos proches tous les jours du fait des déficits matériels. À l'heure où on parle, une petite fille est morte pendant le bac pour une affaire de 6 000 francs. Lui, le député, je ne l'ai pas entendu faire un communiqué à propos de cette jeune dame-là qui a perdu ses... Quand un enfant meurt, imaginez-vous, M. Brankanga, vous envoyez votre enfant composé de bac, on vient vous dire le soir que l'enfant est mort pour 6 000. Est-ce que le Cameroun réalise ce qu'on paie? Cet enfant-là aurait pu être ingénieur, médecin, militaire et tout, paie la vie pour 6 000 francs, 10 euros, 9 euros. Et un monsieur comme ça prend un communiqué parce qu'une sénatrice aurait parlé. Ça, c'est rien. Pour vous, c'est un jeu On a vu le d'intérêt. comportement du PCN durant le processus électoral, la présidentielle. Le PCN tapait sur tout le monde sauf le RDPC. Toute la préoccupation du PCN, c'était d'insulter Kamto ou d'insulter Chiroma ou bien... Bref, le PCN s'en prenait à tout le monde avec ses militants sauf le RDPC. Et pour boucler la boucle, ils avaient retiré leur contentieux. Où ils devaient venir présenter les PV. Qui justement mettaient, moi j'étais à la Commission nationale de recensement de vote, mettaient à mal les résultats officiels. Mais ils ont retiré leur recours. Pourquoi ils se sont retirés subtilement et à la dernière minute, nuitamment, sans que personne ne se rende compte? Mais dites-nous, vous étiez en interne. Je vous dis alors que quand je parle de connivence, je ne suis pas là pour la calomnie, que tel a pris l'argent, tel a fait ceci. Je parle des faits. Que durant tout le processus électoral, prenez les prises de parole des militants du PCRN. Vous voyez le nombre de fois où ils se sont attaqués au candidat Paul Biya. Vous voyez le nombre de fois où ils se sont attaqués à Kamto, même quand Kamto n'était plus candidat. Même lorsque le processus électoral est passé, qu'on était dans ce qu'on peut appeler la crise post-électorale. Quelle était leur position lorsqu'on a interpellé Djokam Tchamenou et Kane Anissé, en commençant par Cabral lui-même? Donc quand je vous parle de connivence, ce n'est pas des choses que je devine. D'accord, on a fini avec le PCN. Demandez-moi un autre parti, je vous dis pourquoi j'ai parlé de connivence. On va évoluer, puisque nous ne sommes pas là. La thématique globale n'est pas liée aux connivences entre les uns et les autres. Sortons avec les actes de criminalité qui sont enregistrés quasi quotidiennement au Cameroun. On a quand même l'impression que les mouvements de dénonciation naissent de part et d'autre
les mouvements associatifs comme les vôtres, les églises, mais le mal persiste toujours. Quel est le problème? Mais le mal persiste parce que ceux qui doivent résoudre le problème ne font pas leur travail. Monsieur Brankamga, vous n'avez pas remarqué que quasi systématiquement, le groupe de braquage qu'on interpelle en faisant la télé, on vous dit toujours que multirécidiviste. Et pas plus tard que, je crois que c'est hier ou avant, tu as présenté un groupe de braqueurs à Douala qui était censé être en prison. Vous avez vu le groupe qu'on a attrapé, qu'ils ont volé l'or, ils avaient les armes automatiques. On vous dit que c'est le même groupe qui avait agressé M. Sylvain Vondon. Le même gars. C'est-à-dire, chaque jour, quand on vous arrête des bandits, on vous dit que ces bandits sont censés être en prison. Alors vous voulez que les populations ou bien les... Peut-être qu'ils ont purgé leur peine. Non, avant on de vous se dit qu'ils sont censés être en prison. Qui a été condamné, qui a 15 ans de prison, qui a perpétuité, qui a 20 ans, etc. Mais qui se retrouvent dehors. Qui se retrouvent. Je me rappelle, il y a un là, ils ont déchargé un magasin de motos à Douala. On l'a arrêté, finalement, on l'a filé, on est allé l'arrêter à l'Est. Et ce monsieur est censé être à la prison de Newbel. Et c'est comme ça au quotidien. Donc, qu'est-ce que vous voulez alors que les populations ou bien les associations dénoncent? Les associations arrêtent même ces bandits-là, les remettent aux forces de l'ordre. Comment ça? Mais dans les quartiers qu'on crie au voleur, les gens sortent, ils arrêtent le voleur. Ah, d'accord. Après, ils conduisent le voleur ou bien le violeur. Vers qui de droit? Vers qui les services compétents pour parler comme l'autre. Et après maintenant, les services compétents parfois défèrent le monsieur. Le monsieur est envoyé en prison. Quelques jours plus tard, on le voit au quartier, il vient narguer les gens, il est libéré, vous ne savez pas trop comment. Vous voulez que les populations fassent quoi? Je vous ai dit que les institutions ne remplissent plus leur fonction. Est-ce que la justice rend encore la justice au Cameroun? J'en doute fort. Est-ce que la prison joue encore son rôle de rééducation? Parce que les gens ne savent même pas pourquoi on a créé la prison. La prison a été créée pour qu'on vous envoie là-bas, vous passez un temps, et pendant ce temps-là, vous vous rééduquez. Quand vous sortez, vous poussez, mieux vous intégrer dans la société parce que vous étiez d'abord un marginal. Mais la prison ne remplit plus cette fonction. Vous n'avez qu'à voir le niveau de récit. Parfois, un enfant va mettre en prison pour un vol de chèvre, il ressort de là, il devient plutôt un grand braqueur. C'est ça le problème. La prison, ça tue plutôt l'homme. Oui. Au lieu de le redresser. Au lieu de le redresser, la prison casse plutôt l'homme ou tue plutôt l'homme. Je vous pose quand même la question autrement. Quelle est aujourd'hui l'efficacité des institutions telles la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme dans ce combat de redressement de la société? Pour être efficace, il faut déjà faire quelque chose. Pour les Alvéens, déjà vu faire quoi? Vous qui êtes journaliste, vous avez déjà vu la Commission nationale du bilinguisme faire quoi? Elle mène quand même de temps en temps des descentes pour sensibiliser. Où? Il y en a eu à Yaoundé. Où? Dis-moi. Il y en a eu à Boya. Vous savez, les gens aiment le folklore dans notre pays. C'est-à-dire que quand les gens sont en fin d'année budgétaire, ils veulent consommer un peu d'argent. Vous comprenez un peu? Ils vont organiser une affaire, ils vont descendre dans une école avec les caméras. On vous appelle, vous les journalistes. C'est un peu comme les ateliers qu'on organise dans les ministères là. Dès que le ministre a fait son discours, on filme là, on dit que venez faire le son. N'est-ce pas? Venez faire le son. Après, partez et la télé était finie. Puisque dans l'après-midi, il n'y aura plus personne. Vous demandez même les actes de ces ateliers-là. Les recommandations, rien du tout. On est des Camerounais, on se connaît. Il faudrait déjà que la Commission nationale commence déjà par faire quelque chose pour qu'on essaie d'évaluer l'efficacité. Donc pour vous, elle ne fait rien du tout. Rien de bon. Moi. Pour le Camerounais, et le Camerounais, elle fait quoi? Vous avez vu la commission du bilinguisme faire quoi? Ben, organiser des séminaires, c'est pas rien. Vous dites? Des séminaires, c'est pas rien. Je vous ai rappelé comment les séminaires, c'est pas ça. D'accord. Joya Moussa, dernière question. Comment on sort finalement de ce marasme, puisque la situation, elle est critique, elle est compliquée, mais il y a quand même que le peuple, il est résilient et espère mieux. Comment on sort de cela? Bon, moi j'ai d'abord peur des peuples résilients. Les peuples résilients, c'est un peu comme si vous avez une femme que vous tapez tous les jours et ne dit rien.
ce genre de personnes soient très dangereuses. Parce que le jour que elle va prendre un bourdin là pour réagir ou un truc, ça ne sera pas pour vous blesser. Donc moi j'ai peur des peuples résilients, un peuple qui a atteint une forme de léthargie, qui souffre trop, mais qui ne parle plus. Parce que le peuple camerounais parlait beaucoup avant. Le peuple camerounais ne parle plus. Même quand on fait une petite interview rentrée, tout le monde vous dit que comme tu as parlé là à la télé, vraiment, il faut faire attention au peuple. Un tel peuple qui ne parle plus, mais qui souffre énormément, qui manque de tout, et qui, comme vous dites là, est résilient. Je redoute si ce peuple venait à s'énerver. Ça, c'est bien. Et quand vous voyez au quotidien les pulsions de violence qui s'expriment par cela au Cameroun, ça renseigne sur quelle peut être la noirceur de la nuit obscure qui peut envahir le Cameroun si on basculait du côté obscur de la force. Parce qu'on est quand même dans un pays où on a pris 2 individus, on les a mis devant une chefferie, on a versé ça, on les a brûlés devant les gens, personne n'a bronché. Pour qu'un peuple atteigne ces niveaux-là, c'est très dangereux. Vous connaissez un peuple vraiment civilisé et normal, on prend 2 individus, on les met devant tout le monde, on verse du carburant, on les brûle et personne ne dit que non, s'il vous plaît, on ne devrait pas faire ça. Ça renseigne. Regardez les menus violences que nous avons au quotidien. Vous traversez quelqu'un en route, mon frère Gabriel fiche le camp, machin, tout. Les Camerounais ne savent pas se parler, c'est essentiellement des injures. Le laboratoire où on observe le plus cela, c'est dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour qu'un Camerounais dise s'il te plaît, excuse-moi, félicitations, tu as bien fait, cela relève du miracle. Si tu as déjà fait quoi plus que qui? Comment on change dans cela? Non. Je veux dire que ce que vous, la société, demande souvent aux sciences sociales, moi je dis souvent aux gens que ça fait des décennies qu'on cherche le remède du sida, qu'on n'a vraiment pas trouvé. Personne n'en veut aux biologistes, aux médecins. On dit ok, prenez votre temps, pareil pour le cancer. Parfois quand le remède sort même trop vite, il est suspect, un peu comme pour le Covid. Tout le monde dit que mais comment vous avez vite trouvé comme ça? Par contre, nous dans les sciences sociales, on veut qu'on propose des solutions toutes faites sur des problèmes gravissimes et très complexes. Le niveau de désarticulation du Cameroun, de dérive du Cameroun est tel que bien malin qui vous dira d'un claquement de doigts que voilà la solution. Donc il faut des études profondes. Ce serait même prétentieux de dire qu'il faut faire telle chose. On vous dit que dans tous les domaines, tous les secteurs et à tous les niveaux, ça ne va pas. Vous dites que quelle est la solution? Vous pensez que c'est on fait quoi? On va à l'église prier, on attend? Non. On prend d'abord conscience qu'on est sur une mauvaise voie. D'accord. C'est un peu comme quand vous allez à l'hôpital, non? On vous dépiste le diabète. On vous dit que bon, on ne peut pas vous soigner. Pour l'instant, il n'y a pas encore de remède. Mais par contre, vous pouvez d'abord prendre telle hygiène de vie. Vous pouvez prendre peut-être tel remède pour calmer. On liste. Je pense que là, nous devons essayer d'abord d'être lucides. C'est ce que nous, on essaie de faire au Cameroun pour dire que non, ne bagarrez pas entre vous. Ce n'est pas vous les problèmes. Le débat du Cameroun n'est pas un problème interethnique. C'est un problème de classe sociale. Parce que quand on fait la liste de ceux qui pillent le Cameroun, nous met dans les problèmes. Vous avez les Bamileke, les Nordistes, les Aoussa, les Peuls, les Mundang, les Zewundo, les Boulou, les Giziga, les Eton, bref. Vous les recrutez dans toutes les localités. Je ne connais pas une seule élite aimée dans son village. Peut-être vous en connaissez, moi, je n'en connais pas une. La preuve, vous avez vu comment pendant les élections, toutes les élites là étaient en train de trembler dans leur village, non? Ne vous laissez pas tromper par le folklore qui font souvent, les organisent les meetings et tout, ils donnent 500 000 aux gens, viennent danser là. Vous avez vu pendant l'élection présidentielle, tous avaient peur dans leur localité, beaucoup ont même fui leur village. Pour vous dire que c'est un combat de classe sociale. Mais Dame Joy a été au village. Quand on fait le concours de l'ENAM, ils s'entendent entre eux, ils s'approprient toutes les places. Quand on fait les marchés publics, ils s'entendent entre eux. Quand on parle de vol de l'or là, est-ce que c'est vous et moi qui volons l'or? Du tout. C'est eux. Donc et souvent les gens qui volent l'or là, c'est les élites de la localité qui partent voler l'or dans leur localité au détriment des populations. Ils prennent les permis miniers, ils vendent aux Chinois. Quand les populations locales viennent se plaindre, ils demandent au commandant de brigade de les fruiter.
Ce sont les élites du coin. Comme pour vous dire que nous attirons l'attention justement des populations sur cela. Comme je le disais tantôt, pour leur dire que les problèmes qui valent, les questions qui valent la peine, c'est que qu'est-ce que si quelqu'un vient vers vous, ce n'est pas que tu es doux, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour nous et avec quels moyens, quelle méthode, quel mécanisme. Vous comprenez un peu. Si les populations doivent se plaindre, les populations doivent se plaindre des élites, des gouvernants. Et non ton frère anglophone ou bamileke ou autonome avec qui tu souffres tous les jours, dans les mêmes moustiques, les mêmes inondations. Quand l'inondation là vient à la peau, ça tire des boutiques de bamileke ou des boulots bien de qui là. Tout le monde a les pieds dans l'eau. Donc tu es là, toi et moi, on souffre. Tu t'appelles Ondoa. Je m'appelle Joya. On vit dans les moustiques ensemble. Après on se met à se détester parce que tu es au de tout. Pour deux personnes, pour des gens qui s'entendent bien. Les enfants se marient même entre eux. Parce qu'ils envoient les enfants à l'INAM. Quand il faut se marier là-bas, entre eux, inspecteur des impôts contre avec inspecteur de douane, on ne cherche pas à savoir qui est Bamileke, qui est... Hein? Quand il s'agit que les élites doivent s'entendre pour préserver leurs intérêts, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de tribu. Pendant ce temps, ils instrumentalisent les pauvres que nous sommes. Donc nous devons faire attention et être vigilants. Attention et vigilance. Joya Moussa, merci. Et surtout, bonne continuation dans vos activités de sensibilisation contre le tribalisme et les autres formes de discrimination à travers Action contre le tribalisme and Ending Discrimination. Mesdames, Messieurs, c'était une fois de plus notre contribution pour une société qui se comprend, qui se complète et surtout qui reste soudée pour avancer pour le développement du Cameroun. Merci d'avoir regardé cette autre édition de Santabou. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol,